Bonjour messieurs, vous dînez au siècle ce soir? Bonsoir messieurs, vous dînez au siècle? Hein? Vous dînez au siècle? C'est quoi l'ordre du jour ce soir? Bonsoir messieurs, vous dînez au siècle? Quel est l'ordre du jour ce soir? Allez. Bonsoir monsieur, une déclaration sur le dîner du siècle de ce soir? Bonsoir monsieur, vous dînez au siècle? Un petit mot sur l'ordre du jour peut-être de ce soir? Bonsoir, bonsoir, bon appétit. Bonsoir, un mot sur l'ordre du jour de ce soir? Bonsoir monsieur, est-ce que vous dînez au siècle? Un petit mot sur l'ordre du jour, personne ne sait ce qui s'y dit. Alors les gens s'imaginent des choses forcément. Bonjour, un petit mot à un média citoyen pour l'ordre du jour de ce soir monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, un petit mot sur votre présence ce soir au dîner du siècle? Bonsoir monsieur, vous révisez vos notes avant le dîner du siècle? Bonsoir monsieur, vous vous rendez au dîner du siècle? Je sais pas. Si on peut avoir un petit mot sur l'ordre du jour. Bonsoir monsieur, un petit mot sur votre présence au siècle. Qu'est-ce qui va être dit ce soir? Bonsoir monsieur, un petit mot sur l'ordre du jour. Bonsoir, un petit mot sur l'ordre du jour de ce soir. Bonsoir monsieur, les Français se demandent ce qui se dit au dîner du siècle. Est-ce que vous pourriez faire filtrer quelques petites informations? Bonsoir, on compte sur vous pour prendre des notes sur ce qui va être dit et nous les donner à la sortie. Bonsoir monsieur, un petit mot sur l'ordre du jour de ce soir. Il n'y a pas d'autre. Bonsoir, un petit mot sur ce qui va être dit ce soir. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qu'on s'y dit au dîner du siècle? Bonsoir madame, un petit mot sur votre présence au siècle. Bonsoir, un petit mot sur ce qui va être dit ce soir. Bonsoir, un petit mot pour la presse sur votre présence au siècle. Bon appétit monsieur. Bonsoir, des révélations pour le peuple sur le dîner du siècle. Bonsoir, vous prendrez des notes pour nous sur ce qui va être dit? Bonsoir, bonsoir, un petit mot sur ce qui va être dit ce soir. Bonsoir madame, vous dînez au siècle? Vous prenez des notes pour nous? Je vais pas en prendre. Ouais, s'il vous plaît. Bonsoir messieurs, dames. Un petit mot sur l'ordre du jour de ce soir? Bonsoir monsieur, un petit mot sur l'ordre du jour? Bonsoir. Vous dînez au siècle monsieur? Bonsoir monsieur. Un petit mot sur ce qui va être dit ce soir? Alors le coup du téléphone, on nous le fait toute la soirée. Un petit mot monsieur sur l'ordre du jour du dîner du siècle? Bonjour, un petit mot pour les journalistes? Le bonhomme. Bonsoir monsieur, alors, c'est quoi le dîner ce soir? Bon appétit? Bonsoir monsieur, vous dînez au siècle? Ah oui. Un petit mot. Ah, il se faufile partout. Hein. Bonsoir monsieur, vous dînez au siècle ce soir? Quel est l'ordre du jour? Bonsoir monsieur, un petit mot pour les Français qui se demandent ce qu'est le dîner du siècle, vu que vous y participez. Non. Ah, monsieur est un menteur. Bah c'est bien à votre place alors. Bonsoir monsieur. On pourrait savoir de quel type de sujet vous parlez au dîner du siècle? Ah, mais je ne vais pas au siècle là. Ouais, coquin. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qui va être discuté ce soir? Un petit mot pour la presse? Bonsoir messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Un petit mot sur le dîner du siècle. Ah, vous êtes en retard monsieur pour le dîner du siècle. Bonjour à tous les internautes. Nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel Ratier. Monsieur Ratier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accordé cet entretien au Cercle des volontaires. Alors, pour vous présenter brièvement aux internautes qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes le fondateur et le dirigeant de la revue Faits et Documents, et vous avez notamment écrit un ouvrage sur le dîner du siècle, donc c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Alors, sans transition, avant de vous montrer les images que nous avons récoltées hier, je souhaiterais revenir avec vous sur les origines du dîner du siècle. Est-ce que vous pouvez nous en parler assez brièvement, s'il vous plaît? Alors en fait, ça a été fondé par quelqu'un qui s'appelle Georges Bérard-Quélin, qui est décédé aujourd'hui. Il est décédé au début des années 90, mais les cercles continuent à fonctionner. Il a d'ailleurs fondé en parallèle, c'est très lié, un petit empire de presse, de revues confidentielles, bien informées, qui annonce en particulier à l'avance, en général 24 heures, 48 heures,
voire par exemple 2 à 3 mois pour les ambassadeurs, qui annoncent les nominations des hauts fonctionnaires et des hauts dirigeants des entreprises françaises. Et je dirais que la plupart des membres du siècle sont abonnés au minimum à ce qu'on appelle le bulletin quotidien. BQ, Georges Bérard-Quélin était un peu mégalomane, donc c'est ses initiales. Mais il faut aussi la correspondance de la presse, la correspondance économique, la correspondance de la publicité, une série d'annuaires biographiques. Et pour vous donner une idée de prix, c'est livré par... c'était livré, je crois que maintenant c'est envoyé par Internet. Avant, il y a encore quelques années, c'était livré par porteur la nuit. Vous aviez ça à 5 heures sur votre paillasson. Mais en fait, c'était livré dans les ministères parce que l'abonnement est de l'ordre de 5 à 6 000 euros par an. Pour 5 jours par semaine. Donc inutile de vous dire que le kidam moyen ne peut pas s'abonner à ça. Et je dirais qu'en général, les ministères prenaient 2 ou 3 abonnements. Après, ça passait au photocopieur et c'était distribué à une cinquantaine, une centaine, parce qu'on ne peut pas s'offrir ça. Mais enfin, vous multipliez par 7 ou 800 membres, à, je dirais, 7-8 000 euros par an quand vous prenez plusieurs lettres. Donc vous avez une idée du rendu. C'est une revue de qualité. C'est clairement destiné aux élites. Ouais. Alors, Georges Bérard-Quélin, il avait monté ça pendant l'occupation. Il faisait déjà des bulletins de ce type. Et puis, avec un certain nombre de gens, je dirais, qui ont eu, certains diront un double jeu, d'autres diront que c'était un personnage plus interlope, ou disons que, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de sincérité, enfin, disons qu'ils ont compris un peu avant les autres que l'Allemagne allait perdre la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et que donc des gens qui avaient bien profité sous l'occupation, il valait mieux essayer de se retrouver dans le camp des résistants. Donc il y en a un certain nombre des fondateurs qui se sont fait interpellés, qui ont fait 3 semaines de prison juste avant, genre juin 44 ou mai 44, donc c'était très bon en septembre 44 pour eux. Alors ça a été fondé par quelques personnages de style, mais c'est Georges Bérard-Quélin qui tire les ficelles. Et donc ils ont décidé de faire un réseau de pouvoir en intégrant des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'entreprise et des hommes politiques, je dirais. Et au long de l'histoire du siècle, sur maintenant 60 ou 70 ans maintenant, 70 ans, le Club Le Siècle a reflété l'évolution de la société française. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 50, vous avez, par exemple, encore beaucoup de gens qui comptaient dans la société, par exemple, des professeurs de médecine, qui pèsent plus rien aujourd'hui. Bon, il y en a toujours, parce que les élites ont toujours envie d'être bien soignées et pas de se retrouver avec les pauvres ou de faire la queue dans les hôpitaux. Mais après, vous avez les gens qui ont tenu la boutique, c'était les industriels, en particulier dans le pétrole, parce que ça a été, c'est l'ère pompidolienne, quoi. C'est Beaubourg qui ressemble à une raffinerie de pétrole, mais c'est exact, c'est le moment où on fait les raffineries en France. Et puis après, vous avez les banquiers et les financiers. Et aujourd'hui, c'est les banquiers et les financiers qui, depuis le début des années 90, dirigent le siècle. Et les autres sont, genre Pierre Assouline, il est là pour amuser la galerie, quoi. Il y a 2 ou 3 chefs d'orchestre, genre Orchestre National de France, ou ce genre de truc, mais c'est pas des gens qui pèsent, ils sont là pour faire bonne figure autour des tables, et que les gens qui sont totalement incultes et qui sont des banquiers, par exemple, ou des chefs d'entreprise du style Pinault, Bernard Arnault, qui connaissent rien à l'art, et l'impression d'être cultivés en discutant avec des gens importants. Voilà. Et pour ce qui est des journalistes, on n'en retrouvait pas au début, on les a retrouvés tout au long de l'histoire du siècle, on les a retrouvés tard. Oui, alors on retrouve. Alors, il faut comprendre que c'est un système où chacun y trouve son intérêt, sauf le reste des Français. C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes adorent rencontrer des gens importants. Il faut savoir que dans l'annuaire du siècle, vous avez le téléphone privé de chaque dirigeant, vous avez son email privé en général, et vous avez son portable. Donc quand vous avez ça, vous pouvez appeler n'importe quel membre du siècle, vous lui dites: cher ami, on s'est vu le mois dernier, on s'est vu il y a 2 mois, est-ce que vous accepteriez de passer dans mon émission? Comme ça, on court-circuite tout le monde. En général, en plus, les autres sont ravis d'être invités. Mais en même temps, je dis pas, mais vous voyez, par exemple, vous avez, je me souviens plus, mais par exemple, vous avez Éric Voher, mettons, qui serait membre du siècle. Je ne sais pas s'il est membre du siècle. Ou Bernard Tapie, ça, je suis sûr qu'il en est membre, pas membre parce qu'il est trop vulgaire. Bon, mais s'il est reçu par David Pujadas, par Christine O'Krent, ou par Yvan Levaille, ou par Anne Sinclair,
comme ils ont dîné les mois précédents ensemble, ils sont croisés dans les cocktails, même s'ils ont un problème, ils sont nécessairement mieux reçus, et ça ne sera pas comme s'ils discutaient avec Marine Le Pen, quoi, avec qui ils peuvent être odieux. Voilà, c'est la grande différence. Ils risquent moins de problèmes. Donc il y a des moments, la communication d'entreprise a énormément évolué. Donc il y a des moments où c'est utile de passer à la télévision. L'exemple type, c'est Dominique Strauss-Kahn, membre du siècle, qui se fait inviter par Claire Chazal, membre du siècle, etc. Et à ce moment-là, il se renvoie à l'ascenseur et tout se passe bien parce que tout est contrôlé. Vous voyez, bon. Donc, il faut savoir qu'il y a surtout, mais il n'y a pas beaucoup de journalistes. En fait, il y a les présentateurs de télévision, il y a les propriétaires des journaux, et puis bon, vous avez Dassault, Rothschild, ces gens-là, et puis vous avez genre directeur de la rédaction ou un ou deux éditorialistes économiques. Mais c'est pas le journaliste lambda qui est là, c'est la personne qui sera là au bon moment quand il faudra. Par exemple, là dans le numéro que je publie de Faits et Documents, je donne les biographies, c'est pas terminé parce qu'il y en avait trop, des gens qui sont rentrés en 2013. Ils ont fait rentrer quelqu'un qui est totalement inconnu, moi dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Chantal Arens. Bon, cette dame est la présidente du tribunal de grande instance de Paris. Elle a 60 ans. C'est quelqu'un qui va être dans 2 ou 3 ans à la retraite. On va pas me dire qu'on l'a fait rentrer parce que c'est un élément prometteur et qu'on va la promouvoir. Elle est déjà un mot. En revanche, elle rentre à cause de la fonction qu'elle occupe. D'ailleurs, présidente du TGI. Vous avez toujours en général, le chef d'état-major des armées, par exemple. C'est toujours utile d'avoir le chef d'état-major des... Assez souvent, pas toujours, enfin vous aviez par exemple un ou deux cardinaux, vous voyez, évêques de France, ce genre de... Il faut un peu de tout pour que... Il faut que pas forcément les meilleurs, souvent les meilleurs, mais il faut que les gens qui ont de l'influence soient là pour qu'on puisse être actionné. L'exemple type, les médecins, vous avez un professeur, un grand spécialiste du cancer, un grand chirurgien, un spécialiste des problèmes neurologiques. Comme ça, ils sont sûrs d'être bien reçus et d'être bien soignés. Voilà. C'est un super réseau relationnel qui se redistribue les avantages à l'intérieur et qui, évidemment, les donne à personne d'autre. Oui, juste pour compléter, pour essayer de simplifier, donc vous venez de le dire, c'est les gens qui vont du siècle qui trouvent un avantage relationnel, le fait d'avoir les numéros de téléphone, les emails personnels des membres du siècle, et est-ce qu'on peut également dire que c'est un lieu pour échanger des informations que nous jugerons peut-être confidentielles, ou tout simplement c'est un endroit pour faire des affaires? Oui, c'est un endroit pour prendre des contacts. Si vous voulez, quand vous êtes quelqu'un d'important, je dirais que tous vos déjeuners quasiment sont pris et vous êtes souvent pris le soir. Bon, et un des grands problèmes, c'est qu'il ne faut pas que vous grossissiez, parce qu'en France, un homme qui est important doit être mince et l'ouvrier est en général gros parce qu'il mange mal. Oui, je suis un peu trivial, mais c'est ça. Donc, en fait, l'intérêt du club de siècle, tous les gens, ils ont leur agenda. Et donc, en 1 heure, au moment du cocktail, au début, là, qu'on verra sans doute tout à l'heure, au moment du cocktail, ils se prennent des rendez-vous, des déjeuners pour tout le mois suivant. Et en 1 heure, ils ont vu au moins la moitié des gens qu'ils auront besoin de voir le mois suivant. Donc c'est très utile parce que, je sais pas, le ministre de l'Industrie va voir le patron de L'Oréal, le patron de Renault, le patron de Peugeot, etc. Et alors ils vont gagner du temps parce qu'ils vont caler directement leurs agendas, sont passés par les secrétaires, etc. Et tout. Ou alors ils se prendront un petit déjeuner et tout ça se fait dans une ambiance où... c'est difficile pour quelqu'un de refuser à ce moment-là, vous voyez. Bon. Ou par exemple, j'ai quelqu'un qui l'a extrêmement exploité, c'est Rachida Dati, par exemple, parce que c'était la beurre de service. C'est-à-dire que bon, ils font rentrer ce qu'on appelle des gens des minorités visibles, mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de gens extrêmement brillants, à part des gens peu connus, Lionel Zinsou, par exemple, qui est un grand banquier, avec quand même le petit-fils, je crois, du président du Bénin ou quelque chose comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est pas très colored people, hein. C'est pas très white blackos, comme dirait Manuel Valls, quoi. Belle image de la ville d'Evry. Le mec est un peu blanc. Non, c'est un peu blanc, un peu white, un peu blancos. Ah, le quota est présent. Et Rachida Dati, elle s'est retrouvée au gouvernement vraiment parce qu'elle était au siècle. Parce que ils ont vu
c'est pas du racisme de classe, mais ils ont vu une fille présentable, jolie, intelligente, et en plus ils la connaissaient tous. C'est inutile de vous dire que ces gens-là ils prennent pas le métro, quoi. Bon, donc, quand ils rencontrent quelqu'un comme ça, ils la poussent parce que ça leur fait une relation. C'est comme ça que vous avez toutes ces histoires de fondation, de Marc Ladrel de la Charrière, des gens comme ça, où ils font un peu de... un autre type, par exemple, qui est rentré, qui est le personnage type du siècle, pour un certain niveau relationnel, c'est Yasmina Benguigui. Benguigui, c'est un peu la... Elle est un peu de tous les cercles à Paris, un peu les cercles people, les cercles culturels, les cercles affairistes, le cercle politique. C'est complètement délirant. Yasmina Benguigui qui était, je crois, maire adjoint à la diversité à Paris. Enfin, c'est grotesque, quoi. Quand on voit qu'elle se balade avec à son cabinet, elle a une coiffeuse à plein temps, quoi. Enfin, c'est un truc délirant parce qu'elle refait son brushing 4 fois par jour. Bon, et en fait, elle a une espèce de fonction de représentateur. C'est quelqu'un qui a été poussé par le siècle, mais qui en même temps s'y est trouvé des clients parce qu'elle est productrice de cinéma, etc. Vous voyez. Bon, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est cette petite élite française, élite dite de manière neutre, à la façon de Pareto, il y a une élite des truands, et puis il y a une élite des scientifiques. Bon, ça, c'est le super réseau français, c'est le plus gros réseau de pouvoir occulte en France. Ce que je vous propose, c'est de visionner ces images que nous avons récoltées hier devant le dîner du siècle. Donc, écoutez, quand vous voulez. Oui, bon, on va y aller. On y va. Hop. Là, il devait être un peu tard déjà. C'est la sortie. Parce qu'il a dû arriver tard, il devait présenter le journal. Il arrive pas tard, effectivement. Il n'a pas arrivé tôt. Là, on voit, il n'est pas maquillé. Il fait vieux, là, il a les rides, il va falloir qu'il se fasse lifter. De près, ouais, ça se voit. Il fait petit en plus. Pas très grand, ouais. Il doit avoir un scooter, je crois. C'est pour ça qu'il a une espèce de parc. Il semble qu'il est parti en voiture. Ah bon, je suis pas sûr. Souvent, il a un scooter. Oui, alors celle-là, oui, ça, voilà. Quand il vous dit c'est un café du commerce un peu chic. Du dîner du siècle. Oui, mais c'est parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas lui qui dirige. Je veux dire, les gens qui dirigent, c'est par exemple un personnage qui est essentiel, c'est Kessler. C'est le patron de la SCOR, c'est l'idéologue du MEDEF. C'est un ancien maoïste, c'est un ancien camarade de Dominique Strauss-Kahn qui est devenu un ultra-libéral. C'est paru en 1997 dans la revue Challenge. Ça s'appelle Adieu 45, raccrochons notre pays au monde. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portées diverses. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux des retraites, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Bon, c'est le grand spécialiste du risque en France. C'est l'homme qui est, en gros, je simplifie, à l'origine de toutes les augmentations, de toutes les assurances obligatoires et de le fait que les assurances complémentaires deviennent obligatoires. C'est le génie pour ramasser du fric sur quelque chose qui n'existe pas, qui s'appelle le risque. Comme les Français sont totalement maternés, ils veulent plus prendre aucun risque. Donc ils veulent que tout soit couvert. Les députés votent ça et donc on se retrouve avec des sommes énormes à payer tous les ans parce qu'il faut être assuré contre l'incendie, il faut être assuré pour ses enfants, il faut être assuré pour si on a un problème avec quelqu'un, il faut être assuré. Maintenant ils font des assurances pour la carte bancaire, l'assurance sur le téléphone. Vous dites mais pas tout ça quand vous mettez multiplié par 60 millions de Français, ça fait énormément d'argent. Monsieur Kessler, c'est vraiment un des personnages clés du siècle. Vous voyez, bon. David Pujadas, qu'est-ce qu'il a à gagner au siècle? Il va pas faire des affaires au siècle. Je veux dire, il est salarié d'une chaîne de télévision.
il va rester, ça va peut-être lui permettre, bon, il n'est pas mauvais, mais ça va peut-être lui permettre, un peu comme Poivre d'Envers, de se maintenir plus longtemps comme présentateur. Parce que il est connu, les gens n'ont pas envie d'avoir... Il a des gens qui peuvent intervenir pour lui en disant « cher ami, c'est totalement ridicule de vous séparer de ce brillant élément, etc. » Et puis en même temps, bon, les hommes d'affaires, les hommes politiques, de toute façon, sont fascinés par les journalistes. Vous savez, c'est une profession qui est à la fois pourrie et qui est en train de mourir, mais c'est toutes les jeunes filles qui font des écoles supérieures veulent devenir journalistes. Bon, or c'est un métier qui va finir. Il y a plus, c'est de l'entertainment, quoi. C'est plus du journalisme comme je fais, du vrai journaliste d'enquête. Bon. Donc David Pujadas, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il vient là, effectivement, entre guillemets, c'est un super café du commerce. Bon. Vous savez, les gens, quand ils font des choses importantes, ils ont toujours l'habitude de dire, quand ils veulent pas être repérés, non, mais c'est pas important. Vous savez, c'est comme les gens qui vont au groupe de Bilderberg. Et le problème, j'avais expliqué, c'est que c'est des gens, il y en a un certain nombre, bon, qui gagnent 500, 1000, 10 000 euros à la minute de travail. Vous voyez, les grands banquiers, les grands... Vous voyez, quand vous avez, je sais pas, Bouygues, Arnaud, Dassault, etc., ces gens-là, c'est des gens qui gagnent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Si c'était le café du commerce, je pense pas qu'ils iraient tous les mois, quoi. Voilà. C'est que si les gens y vont, c'est qu'ils ont un intérêt. Or, ces gens-là, tous les jours, ils peuvent voir des gens intéressants, ils peuvent avoir aussi une vie de famille, mais ils peuvent aller dans n'importe quel endroit du monde, ils peuvent tout faire. Moi, j'ai connu, par exemple, un préfet, enfin, je ne connaissais pas, j'avais un peu enquêté sur lui, puis j'avais réussi à peu près à l'approcher. Il était à l'autre bout de la France, les préfets, ils se déplacent, il y a pas mal de préfets au siècle. Eh ben, le dernier mercredi, je sais plus, le 4e mercredi de chez moi, quand il y avait le dîner du siècle, eh ben, il ne prenait, dès qu'il est arrivé dans sa préfecture, il a dit, vous ne me prenez aucun rendez-vous ce jour-là. Donc il faisait la route avec son chauffeur à toute vitesse, il rentrait dans la nuit. Bon, il se tapait 800 km. Bon, si quelqu'un fait 800 km avec un chauffeur, je veux dire, pour se trouver dans un cocktail qui est minable, où il y a des cacahuètes, il n'y a même pas de champagne, il n'y a pas de whisky, c'est vraiment infect, parce que je connais des gens les gens m'ont raconté, et en plus le repas il est dégueulasse. Il est très mauvais le repas, il n'a aucun intérêt, c'est vraiment lamentable, quoi. C'est du niveau du flunch, quoi. Bonsoir monsieur, c'est quoi l'utilité de dîner au siècle? Qu'est-ce qu'on y gagne? Il paraît que la bouffe est même pas bonne. Un petit sourire pour la caméra, une révélation pour le peuple. Voilà, vous êtes bien pressé. C'est nul. En plus, les gens sont hyper pressés. Quand vous pensez que ça s'est vu hier, oui. Quand on arrive, les assiettes, l'entrée est déjà posée. Il y a pour y gagner du temps, l'entrée est déjà posée dans les. Vous asseyez à table, vous avez votre entrée. Il n'y a pas de dessert et le café vous le prenez debout. Donc inutile de vous dire qu'il y a en gros 1 heure de cocktail et 1 heure, les gens ils repartent à 10h. Hein. Ils regardent à 22h, 22h. Ils n'ont pas de temps à perdre. Mais donc, ça prouve que si c'était du café du commerce, c'est une espèce de preuve à contrario. Inutile de vous dire qu'on ne peut pas y rentrer, on ne peut pas filmer, les gens n'ont pas le droit de vous dire ce qui s'y passe. Donc, mis à part poser des micros si vous êtes très fort et mettre des caméras cachées, bon, mais à part ça, je pense que si les gens n'y trouvaient pas leur intérêt, ils n'y viendraient pas. Donc c'est pas le café du commerce. Parce que, bon, Pujadas, il va peut-être se boire un petit café de temps en temps en face de sa télévision. Enfin, il y passe pas 2 heures tous les mois, quoi, 3 heures. D'accord. On y retourne? Oui. L'idée qu'il n'y a pas de transparence, surtout, en fait, c'est ça. Ouais, mais cette idée-là, elle est compliquée sur la transparence partout. Moi, je suis pas très chaud pour ça. La transparence. C'est la mode pourtant, la transparence en ce moment. Non mais on peut faire 5 heures sur une vidéo comme ça, je peux tout vous démonter, le truc à l'arrière, enfin, bon, vous êtes quand même pratiquement sur la plus belle place du monde, hein. Bon, c'est une allusion en plus, fine allusion à la Révolution française, là, parce que quand même, c'est l'endroit où on a le guillotine roi, vous avez l'obélisque avec le chapeau pointu doré de Mitterrand. Enfin, c'est quand même un lieu prestigieux, vous êtes à côté du Crillon qui est à côté, qui est un des palaces parisiens. L'Élysée qui est pas très loin, l'ambassade américaine. Voilà, vous êtes à côté de l'ambassade américaine, bon, c'est un lieu de pouvoir, quoi. Donc ils ne se sont pas installés, c'est pas dans le 19e ou à Montreuil. Hein. Bon. Quand l'intervieweur, vous êtes quand même l'intervieweur du président de la République et tout, il y a quand même des petits conflits d'intérêts, quand même,
pouvoir financier, pouvoir industriel, tout le monde, tout ce petit monde qui se retrouve autour d'une table. Alors, là ce que vous avez, c'est que c'est effectivement, je trouve que c'est une bonne question, parce que et si jamais vous avez l'occasion de le revoir, ce que je vous conseillerais, c'est de lui dire que pourquoi est-ce qu'il a jamais fait pourquoi est-ce qu'il a jamais fait une émission ou une intervention sur le Club Le Siècle? Parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de reportage, pratiquement rien, il n'y a pratiquement jamais rien eu à la télévision sur le siècle, dans les journaux, il y a eu très peu de choses. Ou n'importe quel think tank. Voilà, voilà. Ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, si vous voulez, quand vous avez par exemple aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait exact, vous avez Libération par exemple, ou Le Monde, qui quand même, quand ils ont une intervention de quelqu'un, ils précisent que la personne est actionnaire au conseil d'administration. Il est présent au conseil d'administration, au conseil de surveillance, ce genre de truc. Bon. Il paraîtrait normal que quand David Pujadas, qui est membre du siècle, reçoit quelqu'un à la télévision qui est membre du siècle, ça pourrait paraître en petite incrustation en bas, en disant bon, parce que c'est quand même pas c'est pas quand même le Jockey Club ou le tir au pigeon d'Auteuil ou l'amicale des boulistes de Boulogne, quoi. C'est quand même un truc important, et c'est des gens qui en gros dînent une fois par mois ensemble, donc ils ont des liens. Je trouve que ça serait quand même bien que ça soit précisé. Donc il n'a pas répondu à la question, il a esquivé la question avec brio, comme on peut le voir à l'écran. Alors on repart. Je vous donne Alors, et alors lui, il n'en est pas membre. Lequel Pujadas? Si, il était dedans, ouais. Il était dedans, merci. Vous savez qui c'est, non. Non, il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas vraiment identifiées. On va voir les sorties, après on pourra en reparler, parce qu'il y a un profil intéressant. Dans les bouquins, il y a très très peu de blacks. Bon, il y a quelques arabes. Mais alors des blacks, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc lui, je vous disais, il y a Lionel Zinsou depuis très longtemps, qui est très brillant, grand banquier et tout. Lui, ça ne me dit rien du tout. On a toutes les photos, après si vous les voulez... Bon, non, parce que si vous prendriez mon bouquin plus les listes, c'est marqué dedans. Mais là, il faudra avoir des logiciels de recherche sur Internet. Mais... Ouais. Non, parce que j'allais vous dire, il fait genre membre du siècle, il a une cravate. Il est plus grand. Hein, à l'annuaire, il n'y a malheureusement pas de photos. Hein. Il y a juste les noms. Donc, on y retourne, donc il a esquivé la question. Et seconde question de Jonathan à propos du papier qu'ils ont dans la main. J'essaye de les saluer. Ouais, David, ça va, tu vas bien? Bonsoir. Laissez-nous le petit fascicule que vous avez dans la main. Il est sur Internet. Il est sur Internet. C'est un annuaire. C'est la liste des membres. Ben voilà, c'est super. C'est la liste de la biographie. C'est quand même, ils viennent de vous dire qu'il est sur Internet. Oui. C'est du délire. C'est du délire, il n'est pas sur Internet. Attendez, c'est ultra secret. Moi, je suis obligé de faire des pieds et des mains, et pourtant, ça fait, j'enquête sur eux depuis, ça fait au moins 20 ans. J'arrive pas à avoir tous les annuaires, je les ai pratiquement par hasard. Je connais des membres du siècle qui m'ont promis de me les donner, qui ne les ont jamais donnés. Au dernier moment, ils me disent non, on peut pas dire. C'est hyper secret. Mais d'ailleurs, la meilleure preuve que c'est pas sur Internet, c'est qu'on leur donne à l'entrée. Il est imprimé, on leur donne à l'entrée. À l'intérieur, il est précisé qu'il ne faut jamais le détruire, il faut que ça soit lu par personne d'autre, c'est marqué à l'intérieur, j'avais reproduit le document. Et par ailleurs, inutile de vous dire que c'est pas sur Internet, il y a leur téléphone portable, il y a leur adresse email personnelle. Donc vous pensez bien que David Pujadas, il n'a pas envie qu'on l'appelle sur son téléphone portable. Enfin, et comme François Hollande, Bernard Kouchner, Nicolas Sarkozy, vous avez leur adresse personnelle, c'est vraiment très confidentiel. Donc c'est une aimable plaisanterie de dire que c'est sur Internet. Là, il suffit d'ailleurs de voir la manière dont ils sourient, etc. Bon, ils essayent de vous embobiner, quoi. Ils bottent en touche. Voilà. On continue. On va regarder juste. Est-ce qu'on peut revenir qu'on voit un peu celui qui est... On va le voir. Je vous mets pause dès qu'on est dessus. Un vrai club en plus, si vous voulez. La différence, si vous étiez au Royaume-Uni, on peut être invité, nous ?
Non, vous pouvez entrer sans problème. Un vrai club, c'est pas ça. C'est un club, c'est vraiment un endroit où on peut aller jour et nuit. Ici, c'est juste un dîner en fait. C'est un dîner. Un dîner par mois. Donc c'est moins important que vous ne pouvez l'imaginer. C'est quand même le 761e dîner, quoi. On le voit là, c'est le 761e dîner. Bon, alors, ce qui est particulier, c'est que si ça n'a pas d'importance, que c'est pas un club, il faut leur demander de vous le donner, hein. C'est ce qu'on a fait par la suite. Bonsoir messieurs. Est-ce que nous aussi on pourrait avoir un petit prospectus pour savoir ce qui s'est dit un peu ce soir? Ah bah eux ils ont le prospectus. Vous auriez pas un petit dépliant à nous fournir sur le dîner du siècle quand même? Bonsoir. Alors c'était intéressant ce soir? Comme toujours. Oh, Monsieur le maire. on peut voir ces dépliants. Juste un petit zoom sur la couverture. Oh, pitié. Oh, pour la presse quand même. Un petit mot sur les discussions de ce soir. Oh, quelques révélations quand même. On pourrait pas avoir le dépliant, laissez-le tomber, personne ne le saura. Donc c'est moins important que vous ne pouvez l'imaginer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce dîner et du coup c'est un peu des fantasmes en fait. Savoir, parce que c'est un peu ils ont envie de savoir. Parce que comme vous avez des huiles, des gens de l'industrie, de la finance, de la banque, alors du coup, j'allais dire c'est un truc un peu simple, de se dire tiens, voilà un truc à bon coup. Après, Mais vous devriez plutôt aller, moi je pense pour vous, dimanche soir il y avait le vernissage de la collection Pinot, il y a beaucoup plus de gens intéressants. Parce que là il y avait des mélanges beaucoup plus intéressants. Alors là, ce qui est formidable, c'est que c'est exactement ils ont des techniques de vendeurs vous savez, ils ont des techniques de vendeurs de machines à laver, quoi. C'est une technique classique. Nous, à gauche, là. voilà, nous, mais les autres sont d'accord. Nous, c'est rien du tout, c'est le café du commerce, c'est un dîner, etc. Mais en revanche, allez voir ailleurs. C'est beaucoup plus important, comme ça doit être pour la FIAC, il devait y avoir une galerie avec les œuvres, les dernières œuvres achetées par François Pinault. Bon, là en revanche, à peu près n'importe qui peut rentrer, n'importe qui peut filmer, en plus c'est content, vous pouvez avoir tout le monde, il n'y a absolument aucun problème. Bon. Mais c'est une technique que j'ai déjà vue. J'ai trouvé qu'il y a un chercheur qui est non, il y avait un personnage qui est membre du siècle et vous dites non mais allez voir les gens du Bilderberg Group, ça c'est important. Et vous avez un grand spécialiste de l'islam, Gilles Kepel, qui est un habitué des dîners, enfin des séjours, des séances du Bilderberg Group, qui lui dit non mais ici c'est pas important, allez voir les réunions du siècle. Qui se renvoie la balle. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous continuons. Déjà vous avez de la chance, il vous ait parlé. Hein. C'est ce qu'on s'est dit, oui. Mais il y a quoi décortiquer. Hein. Mais en plus ils sont assez aimables. À mon avis. On leur a demandé. Celui qui est au milieu là, il est pas très au courant en fait des techniques parce que il doit être ravi d'être là, mais il doit pas comprendre pour qui il est là. Non, mais c'est pas pour être désagréable, mais bon. Il a pas une classe extraordinaire. Je veux dire, il a pas un costume sur mesure. Bon, il croit peut-être qu'il est un sapeur, mais c'est pas vrai. Bon, lui, il a pas de cravate, vous voyez. Bon, donc ça peut pas être un type important. C'est un personnage du siècle. Il est peut-être, je sais pas, dans la pub. J'arrive pas à l'identifier, mais c'est pas un personnage qui compte. Sur le coup, c'est intéressant que vous disiez ça parce que nous, sur le coup, on a eu l'impression qu'il y a une autre personne qui va venir ultérieurement, vous allez voir, pour un peu rentrer dans la conversation. On a eu l'impression que ces gens, on grossit peut-être un peu le trait, mais que ces gens sont venus un peu à sa rescousse. On n'a jamais personne qui aujourd'hui faisait partie du dîner du siècle est venu dire mais les gens. Mais quand vous faites vos dîners chez vous avec vos amis, en fait, je ne sais pas ce qui se passe. C'est mystérieux et on pourrait se dire que ces jeunes journalistes, ils échangent des informations ultra confidentielles. Oui, mais là, il dit quelque chose quand vous faites vos dîners avec vos amis. Mais quand vous faites vos dîners avec vos amis, vous n'avez pas une cotisation qui est quand même délirante à l'année. Je crois que c'est de l'ordre de 5 ou 800 euros. C'est très abordable. Mais en fait, il y a des cotisations bienfaiteurs. La plupart des gens se les font rembourser par leur entreprise. Et puis surtout, ce qu'il y a derrière, c'est l'abonnement au bulletin quotidien, etc., etc. Qu'on a abordé. J'ai eu le budget du siècle. Hein. Donc, mais ça, je l'ai eu depuis, donc je ne l'ai pas encore publié.
Mais bon, ils disposent d'argent, mais de toute façon, c'est un truc qui coûte rien, parce qu'effectivement, c'est un dîner mensuel avec, il y a quasiment, bon, il n'y a pas un permanent, mais en fait, il y a une personne qui travaille pendant 15 jours pour placer les gens. Pour que telle personne demande à être placée, alors c'est compliqué, on les place, etc. Bon. Mais et puis ce qu'il y a, c'est que vous invitez vos amis, enfin vous les avez pas, vous les prenez pas comme membres invités ou comme membres actifs, vous avez pas, vous votez pas par boule noire et par boule blanche, avec une boule noire qui vaut 2 fois plus qu'une boule blanche pour savoir si vos amis vont venir dîner chez vous, etc. On a fait une brochure avec une biographie complète. Non, mais attendez, ça a rien à voir. D'accord. Rien à voir. Nous, on n'interviewe pas le président de la République, on ne présente pas le 20h. Moi non plus. Je veux dire, on n'a pas tellement de pouvoir. Quoi. Bah, je sais pas ce que vous vous faites. Mais vous savez... Non, nous on est vraiment la charge du galère. Je comprends que ça fasse beaucoup fantasmer, mais c'est pas vraiment là que se passent les trucs clés, quoi. Enfin, moi, ce que vous connaissez, je pense pas. Alors, je vais vous dire, là, vous voyez, il est en train de mentir. Parce que là, c'est la technique, quand vous décryptez ces techniques du FBI, etc., vous lisez 2 ou 3 bouquins de ça, vous voyez, il ment tellement qu'il se passe la main sur la figure. Parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'il est en train de mentir. Mais en fait, c'est inconscient, il ment. Oui, il passe son truc parce qu'il veut plus qu'on voit son visage. En fait, il a honte de ce qu'il dit. C'est intéressant. C'est grotesque. Totalement inconscient. Je veux dire, mais oui, mais de toute façon, c'est n'importe. Vous avez qu'à regarder les regards, etc. Il faudrait mieux que vous rencontriez un psychologue du comportement, vous voyez, un éthologue, etc. Parce qu'il pourrait vous expliquer la manière dont, vous voyez, David Pujadas, qui, lui, il attend que ça se passe. Mais alors, ils sont très intelligents parce que ils partent plus en courant comme ils partaient au début. Au début, il y a eu le film de Pierre Carl, etc., où ils avaient, je sais plus quoi, il y a une présentatrice de télévision, je sais plus, qui repart dans le métro, et sort du métro et repart dans le métro. C'est absolument extraordinaire parce qu'elle veut pas qu'on la voie. Arlette Chabot. Je crois que c'était Arlette Chabot à l'époque. Voilà, bon, ça se passe plus comme ça. Là, ils sont très cool, quoi. Madame Nota. Je savais pas, non. Là, alors, ce dîner du siècle? La destruction des salariés, du peuple français. Salut. Ah ben voilà, Nicole Notat. Elle, c'est elle qui m'a fait elle m'a fait faire. Nicole Notat, elle m'a fait avoir un contrôle fiscal qui a duré 1 an. Parce qu'elle était hystérique. C'est moi qui ai dévoilé dans la première édition de mon livre que la secrétaire générale, elle était à l'époque secrétaire de la générale de la CFDT et elle dînait 1 fois par mois avec les grands patrons du CAC 40. Alors on découvre que effectivement l'UIMM mettait de l'huile dans les rouages. Hein, il y a un procès en ce moment là-dessus. Donc Nicole Notat était hystérique à l'idée qu'on puisse, évidemment, bon, la CGT s'en est un petit peu servie. Elle était hystérique à l'idée qu'on puisse savoir qu'elle dînait avec le patronat. Et elle s'est reconvertie là. C'est l'exemple même de reconversion absolument incroyable. En gros, c'est une fille qui est spécialiste de, je vais pas dire de l'agitation, enfin parce que là c'est bien, enfin qui théoriquement elle doit être opposée au patronat. Et quand elle quitte la CFDT, elle rejoint une agence de notation éthique qui s'appelle Vigéo, et qui est payée en fait par les patrons du CAC 40. C'est-à-dire que c'est vraiment une aimable rigolade, c'est comme le développement durable. Vous savez, on vous vend tout, alors tout est bio, même si c'est pas bio, et tout était. Oui, on vous vend la tasse, là c'est du développement durable parce qu'on peut les casser, puis on peut en faire ça peut être utilisé pour faire du remploi, vous voyez. Bon, cet ordinateur c'est du développement durable parce qu'on va récupérer le matériel, c'est n'importe quoi. Donc la notation, les agences de notation éthique, elles étudient pas la notation financière, elles étudient pour savoir si y a une journée des gays et lesbiennes, pour savoir si y a une représentativité d'une minorité visible, pour savoir si y a un jardin où les gens vont pouvoir respirer. Enfin, c'est-à-dire que c'est tout sauf la réalité de la vie dans l'entreprise. Donc c'est pas compliqué. Vous pouvez avoir par exemple une politique sociale comme un certain nombre de grands groupes en France, en particulier les groupes américains qui sont plantés en France, qui profitent de toutes les failles et toutes les ficelles de la législation du travail en France pour licencier les personnels. Donc ça, c'est la méthode en gros américaine. Ils utilisent des techniques françaises, mais c'est quand même assez
les licenciements secs, etc. Et en même temps, ils vont arriver plus pour ce qui est les réunions contre le racisme, la xénophobie, pour le féminisme, etc., etc. Vous voyez, c'est ça les agences de notation durable. Excusez-moi, notation éthique. Bon, Nicole Notat, elle fait dans le politiquement correct, elle fait dans l'éthiquement correct. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres syndicalistes au siècle? Alors, il n'y a pas d'autres syndicalistes, il y avait juste le responsable du secteur revendication de la CGT, qui était un personnage étonnant, parce que quand il était interviewé, quand les grands patrons de lui, vous comprenez, les syndicalistes, les grands patrons en fréquentent pas beaucoup, sauf ceux de leur entreprise. Et ils disaient, avec lui, on peut discuter. C'est normal, il dînait avec lui une fois par mois. Et ce qui est absolument incroyable, s'il met sur son bourse, c'est Jean-Christophe Ledwigou, il a été nommé trésorier payeur général, quoi. C'est-à-dire qu'il a une carrière en or, alors qu'il a été un permanent politique pendant toute sa vie. Je vous dis ça de tête. Hein. Bonsoir, monsieur Adler. Vous dînez au siècle ce soir? Ça t'intéresse? Bah oui. Ça t'intéresse à la vie des gens? Quel est l'ordre du jour ce soir, monsieur Adler? Est-ce qu'il a été décidé dans les loges? Alors lui, c'est le enfin, il se prétend géopolitologue. C'est lui, quand vous faites une prévision, vous prenez l'inverse de ce qu'il dit, et vous êtes sûr d'avoir raison. Eh bien, sur la Syrie, les Israéliens ne mettent plus la moindre pression sur Bachar Assad. Ouais. Ils avaient déclaré qu'ils souhaitaient sa chute du bout des lèvres. Maintenant, il n'en est même plus question. Et on pourrait s'attendre à ce que Israéliens et Russes se concertent pour pousser sans doute à une solution intermédiaire, de nouveau, sans les Américains. Ça, c'est un grand changement au Moyen-Orient. On l'a fait longtemps. Il faut remonter à 1943 pour voir les Russes s'intéresser à Israël de cette manière. Merci Alexandre Adler. Alors, Alexandre Adler, voilà, c'est le type buté, d'ailleurs, ça se voit dans son physique, quoi. Il est très... d'abord, il est devenu énorme, et puis, il est arrivé, mais il est quand même sur le déclin, quoi. Ouais, il a du mal à marcher, etc. Mais c'est le personnage qui est toujours invité, ces espèces de cautions obligatoires dans toutes les conférences, c'est les éternels invités. Il y a Marek Alter aussi, c'est le même genre. Et Alexandre Adler, c'est un type qui s'est toujours trompé dans toutes ses analyses, quoi. Vous savez, c'est comme Bernard-Henri Lévy quand il dit que quand vous lisez ces articles dans Le Point, qui vous disent qu'en fait c'est une vraie merveille la Libye, parce que maintenant il y a une démocratie en Libye, et que si ça n'a pas marché, mais ça rappelle les épisodes qui sont passés pendant la guerre du Vietnam, etc. Vous dînez au siècle, c'est ça? Ça t'intéresse? Oui, en plus il vous tutoie. Hein. Quel est l'ordre du jour ce soir? En fait, il est en vous de vous foutre son poing dans la gueule. Vous êtes invité souvent? Oui, chaque fois. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'y dit? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce dîner? Oui, c'est Jérôme Clément, c'est l'ancien patron d'Arte, ça. C'est Jérôme Clément, là. Donc c'est quand même un type qui était important, hein, Jérôme Clément. Très impliqué dans le cinéma. Du coup, quelle est la relation entre la franc-maçonnerie et le dîner du siècle? Est-ce qu'il y a une... Alors je dirais que... Ah oui, oui. Mais je sais pas si on l'avait enregistré. Vous parliez... Non, en fait je disais que je pense qu'il y a entre 15 à 20% de francs-maçons, pas plus. Parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes réseaux qui fonctionnent. La franc-maçonnerie par exemple c'est important au niveau local dans une ville de province. Vous voyez, quand vous avez 3 ou 4 obédiences dans lesquelles il y a chacune 2 ou 3 loges, vous avez à peu près, mettons, 200-250 personnes. Quand vous êtes dans une ville entre 50 et 200 000 habitants, si vous entendez entre 250 personnes, vous tenez la ville. À Paris, c'est beaucoup plus compliqué parce que le pouvoir est beaucoup plus haut placé et il y a beaucoup plus de centres de pouvoir. Et comme le niveau intellectuel, économique et financier des francs-maçons est très faible, comme je dis toujours, l'idéal type du franc-maçon du Grand Orient de France, c'est un instituteur retraité. Il n'y a pas beaucoup de francs-maçons à l'intérieur du siècle. D'après moi, je peux me tromper. Dans mon livre, j'ai indiqué ceux que je savais qui étaient francs-maçons, mais il y en a relativement peu, et vraiment, ils boxent pas dans la même catégorie, quoi. Là, ils sont là pour faire des affaires, quoi. Les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de tenir l'économat du lycée dans une ville de province, ou l'économat de l'hôpital pour acheter des scanners, quoi. Un frère, quoi, ou une sœur. Mais c'est bon, ils font pas des affaires de milliards d'euros, hein. Bonsoir. Un petit mot sur l'ordre du jour de ce soir? Les nouveautés, les nouvelles actualités. C'est les nouveaux médias.
Ceux qui s'intéressent à ce que les grands médias ne traitent pas. Alors là, vous voyez, c'est marrant parce que il sort, il arrive, il s'y attend pas et il fait pas le geste qu'il faut. Donc ça prouve qu'il est très troublé. D'ailleurs, il referme sa veste en même temps. Et en fait, bon, il fait quasiment, pas un salut nazi, mais c'est un peu comme Adolf Hitler qui avait la main comme ça. Il sait plus quoi faire, il se maîtrise plus. Donc en fait, il a un gros problème. Vous savez qui c'est ? Non, d'accord. Ah, Madame Chabot. C'est pas dérangeant que des journalistes dînent avec les politiques qui sont censés interviewer? Madame Chabot et l'impartialité journalistique, la charte de Munich, tous ces trucs. On n'a pas entendu. Revenez. Alors là, vous voyez, Arlette Chabot, elle est furieuse. Elle est très mécontente et pour ça que son calvaire était terminé, ça recommence. Donc c'est abominable pour elle. Parce que c'est pénible à supporter. Et de toute façon, je pense que c'est un peu comme Pujadas qui est plus cool. C'est des gens qui... c'est des gens quand même qui sont un peu déchirés parce que à force de leur poser des questions, ils se posent quand même, enfin, même si c'est difficile à accepter, bon, ils savent qu'ils sont journalistes, qu'ils doivent se taire et ça leur casse les pieds. En plus, on les voit, donc c'est des gens qui se disent est-ce que je suis bien à ma place là, quoi. Bon. Mais elle, c'est une femme dure, quoi. Ça se voit dans son visage. Et on en parle quand même, mais moi je regarde toujours, je m'intéresse beaucoup à la psychologie des gens. Et elle n'est pas contente, hein. Alors ce sera tout pour cette première partie de reportage au dîner du siècle. Si vous avez apprécié ce reportage, vous pouvez vous rendre sur notre site www.cercledesvolontaires.fr et nous faire un don. Ou sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre fil d'infos sur Twitter, ou alors vous allez sur notre page Facebook, vous cliquez sur j'aime et vous ajoutez la page à vos centres d'intérêt. Pour avoir nos vidéos vraiment en avant-première, le plus rapide, c'est bien sûr la plateforme YouTube. À bientôt!